Alors, bon après-midi à tous. Mon nom est Louise Lauzon. Je suis une nouvelle retraitée, un mois là, dans la retraite et j'ai le plaisir de faire partie maintenant de l'équipe de leader pédagogique de l'équipe tactique du Centre Franco. Euh, c'est dans ce cadre-là que je vous présente l'atelier, le leadership situationnel développé par Ken Blanchard cet après-midi. Donc, on va passer le prochain 35-40 minutes ensemble à explorer un peu ce concept-là. Et puis, par la suite, là, il y aura une période de questions. Là, on essaiera de laisser un 5-10 minutes à la fin pour les questions, mais il y aura un peu d'interaction entre tout ça. Et je vous invite également à utiliser la boîte de clavardage pour poser des questions, réagir quand je vous demanderai, là, je vous inciterai à le faire, la boîte de clavardage, même les micros, si vous êtes, vu qu'on n'est pas un super gros groupe pour l'instant, alors vous pourrez utiliser aussi votre micro pour pouvoir interagir. Donc, en gros, c'est ça, je suis nouvellement retraitée, 31 ans en éducation secondaire, élémentaire, provinciale, au niveau systémique également. Donc, j'ai eu la chance de patauger un peu partout et de me perfectionner dans plusieurs domaines, mais un domaine que j'affectionne particulièrement, c'est le leadership pédagogique et le perfectionnement professionnel, apprentissage professionnel des directions d'école, des enseignants également, mais certainement des directions d'école. Donc, sur ça, je commence la présentation. Donc, les objectifs qui sont ciblés, c'est vraiment de vous permettre de vous familiariser avec le modèle de leadership situationnel, qu'il y en a peut-être qui connaissent déjà parce que c'est quand même, c'est un modèle qui est aussi vieux que moi, 54 ans, parce il a été développé initialement par Ken Blanchard et Paul Hershey en 1968. Mais bon, le modèle a évolué énormément et puis maintenant, il a été mis, c'est pour ça qu'il y a une appellation SL 22 qui est maintenant la nouvelle appellation pour le modèle de leadership situationnel qui a été revampé, révisé par Ken Blanchard et toute son équipe, tous ses collaborateurs. Donc, c'est ça. On va tenter de faire des liens entre les composantes de ce modèle-là et notre rôle comme leader en milieu scolaire. Depuis le début de la journée, je fais beaucoup de liens, certainement que vous aussi, avec le mot engagement, qui est un mot qui revient constamment dans notre vocabulaire depuis les dernières années, mais qui semble être pas mal au centre de ce qu'on est en train de faire en ce moment au niveau du colloque, parce que c'est un mot qui revient presque à tous les ateliers conférences depuis le début de la journée. Donc, vous savez très bien que l'engagement des élèves, c'est au centre. C'est essentiel au niveau de la réussite de l'élève. Et puis, c'est normal. On parle de trois sentiments quand on parle de l'engagement des élèves. Donc, on parle du sentiment de compétence, sentiment d'appartenance et le sentiment d'autonomie, qui permet à l'élève définitivement de se sentir engagé, de pouvoir se sentir vraiment comme s'il a une voix. Alors, c'est le focus de notre système d'éducation depuis quand même plusieurs années. Le parallèle avec ça, au niveau du leadership, c'est que on parle d'automatisation. Et puis l'automatisation, ça se décrit par, dans le fond, deux éléments, la compétence et la motivation. Et c'est ce qui est au cœur de l'engagement de l'adulte, donc des gens avec lesquels on travaille, les gens qu'on supervise. Euh, N'importe quel adulte, dans le fond, là, qui est dans notre milieu ou dans le milieu professionnel, l'automatisation, qui est aussi un terme qui a été adopté par l'Office de la langue française du Québec pour remplacer le mot empowerment. Alors, c'est ce mot-là qui désigne un peu là, le fait que la personne acquiert la maîtrise de ses moyens, est en pleine possession de ses moyens et est capable justement de se transformer dans une perspective de développement, donc d'apprentissage continu, comme on l'a souvent parlé, on en a souvent parlé depuis des années. Ken Blanchard
Blanchard et son équipe ont élaboré justement un modèle qui est le leadership situationnel qui a comme base l'automatisation de l'adulte au niveau du travail. Donc, quand j'ai entendu parler de ce modèle-là, c'est sûr et certain que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, une des questions que je me suis posée définitivement, parce que comme vous, probablement, vous avez été certainement mentor de plusieurs jeunes directions ou vous avez peut-être des mentors en ce moment ou un mentor puisque vous êtes nouveau ou nouvelle en poste. Alors, à ce moment-là, il y a des commentaires qui arrivent assez fréquemment et on entend, c'est pas anormal hein, d'entendre des commentaires du genre ah, j'aime vraiment ce que je fais, je trouve ça vraiment le fun, j'apprends tellement, je sens que je fais une différence, ma direction et moi, on fait une équipe du tonnerre. On entend plein de commentaires qui sont positifs et qui démontrent vraiment que les gens semblent engagés. Mais on entend également d'autres commentaires. Et ça, c'est des commentaires que moi, j'ai entendus avec les gens, mes mentorés, donc les gens pour lesquels j'ai été mentor. Donc, j'entendais des choses du genre, mon superviseur semble pas me faire confiance, j'y arrive pas. Je pense que je vais tout laisser tomber. J'ai besoin d'aide, mais je me sens seule. Je sens pas que les gens sont là pour moi. J'ai hâte d'être à la direction pour avoir finalement un peu de liberté d'action. Ça, j'ai entendu ça beaucoup de direction adjointe. Puis, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui explique ces commentaires-là? Qu'est-ce qui fait que ces commentaires-là ressortent? Puis sûrement que vous avez plein d'exemples en tête en ce moment. Euh, D'où ça vient? Qu'est-ce qui provoque ça? Alors, je vous invite peut-être dans le clavardage ou même à utiliser votre micro là, pour réagir. On va se laisser peut-être une petite minute pour faire ça. Ceux qui veulent prendre la parole, il n'y a pas de problème. Là, juste ouvrez votre micro. Oui, je peux faire un petit commentaire. Par rapport aux commentaires, comme j'y arriverai pas, j'ai envie de tout laisser tomber, j'ai besoin d'aide, je me sens seule. Pour avoir remplacé quelqu'un pour à peu près un mois et demi au début de l'année, ben, dernièrement, je trouve que la tâche est rendue tellement lourde que même si on veut aider, tu sais, comme direction, si on dit, ah, je vais être là pour toi, je vais te coacher, mais la tâche est trop lourde, il y en a juste trop dans l'assiette. Et puis, on essaye tous d'être des super-héros, mais on n'y arrive pas. Puis, malheureusement, peut-être on a, c'est pas qu'on prend pas le temps, c'est juste que le temps manque. Alors, c'est dommage. Je ne sais pas si c'est quoi la solution parce que tout semble être très important, tout semble être prioritaire, mais j'ai remarqué une grande différence pour quelqu'un qui est retraité depuis quelques années, pas un petit peu plus que toi, là, même quand moi j'ai laissé la profession, tu sais, que j'ai pris ma retraite d'une école à présentement. Alors, je me demande si les autres remarquent la même chose ou si les gens qui ne sont pas encore à la retraite, s'ils remarquent que la tâche continue d'augmenter tout le temps, on rajoute des choses dans l'assiette, mais on n'en enlève pas. Mhm. Merci, Pierre. Il y a Lynn qui dit un manque de temps des deux côtés, pas de lien entre mentor et mentoré. Certainement, c'est la même chose avec superviseur, les gens qui sont supervisés, manque de temps. Le manque de coaching, manque de temps pour échanger. Manque de mobilisation, Christine dit, au niveau de l'équipe et puis encore un manque d'efficacité collective. Lynn semble très en accord avec les commentaires de Pierre ou peut-être les autres commentaires également, là. Donc, elle dit oui. Sentiment d'incompétence. Ouais, c'est vraiment des mots qui sont là et des concepts qui reviennent assez souvent. Je vois que Lynn est en train d'écrire, fait que je vais quand même avancer. Je reviendrai à son sentiment. On doit avoir, on doit aussi avoir un vouloir d'être coaché. Oui, en effet, complètement d'accord. Alors, oui, bon commentaire, merci beaucoup. Euh,
Le modèle, on va essayer de voir si le modèle peut nous aider dans ces défis-là, définitivement. Il y a sûrement certains liens à faire. Donc, le modèle de leadership situationnel part de deux principes. Puis justement, Marie-Hélène, qui faisait la conférence juste avant moi, parlait de ce concept-là qu'il fallait croire que les gens étaient capables, que les enfants étaient capables. Bien, c'est la même chose de ce côté-ci. Alors, les gens, il faut partir du concept que les gens peuvent et veulent acquérir la maîtrise de leurs moyens pour se transformer dans une perspective de développement. Donc, ce qu'ils veulent, c'est vraiment de l'automatisation, de l'empowerment. Il faut partir avec ce principe-là et le modèle part de ce principe-là. Et il part aussi du principe qu'il n'existe pas nécessairement de bon style de leadership. Il n'y a pas un bon, il y en a plusieurs. Et puis, un leader doit adapter le style doit adopter le style le plus adapté à la situation qui est présentée. Donc, un peu, on va faire un lien avec les élèves parce qu'on connaît, c'est notre domaine, on connaît bien ça. Quand on parle de différenciation pédagogique, bien, c'est un peu la même chose. Hein. Il n'y a pas une bonne stratégie d'enseignement. Il y a des stratégies d'enseignement qui sont appliquées au bon moment, dans la bonne situation. Alors, le modèle part de ce principe-là. Les composantes du leadership situationnel se divisent en deux catégories. Première, c'est au niveau du développement de l'autonomie au niveau du travail. Puis ça, ben, c'est normalement, on va parler de mentorer, on va peut-être parler de superviser, on va parler vraiment des gens qui sont des collaborateurs ou leaders. Et puis, il y a deux composantes on les a vues tantôt dans le cercle, il y a deux composantes vraiment qui s'entrecroisent pour développer l'autonomie, c'est la compétence et la motivation chez les collaborateurs. Alors, au niveau des styles de leadership, le leadership situationnel en propose 4 qu'on va voir tantôt et l'entrecroisement se fait entre les comportements de soutien que les leaders ont et puis le comportement directif que les leaders ont. Alors, on va pouvoir voir ça tantôt. Mais c'est un peu comme ça que le leadership situationnel est organisé. On va faire une analogie pour mieux comprendre la composante du collaborateur, là, la personne là, qui est en développement comme telle. On va faire une analogie avec l'apprenti conducteur parce que je pense que ça touche tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, a eu un petit jeune ou une petite jeune dans son auto, hein, son fils, sa fille ou peu importe, et qui voulait apprendre à conduire. Alors, certainement que vous avez déjà vu une face comme ça dans votre voiture. Et puis, très, très excité, première fois que la personne a le jeune a le droit d'entrer dans la voiture et de mettre les deux mains sur le volant pour pouvoir essayer de conduire. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Normalement, on peut décrire cette personne-là au niveau de sa compétence, d'habitude, c'est faible. Puis la motivation, c'est au plafond. Là. Ils sont excités, sont prêts, c'est là. C'est sûr qu'au niveau de l'autonomie, tout ça, ben, d'habitude, c'est faible. Et dans le langage de Ken Blanchard, on parle ici de débutant enthousiaste. Donc, moi, j'ai fait une traduction un peu libre là, de Enthusiastic Beginner. Donc, ça, c'est ce qu'on reconnaît comme étant euh, le débutant enthousiaste. Là. Fait on peut voir notre petit jeune qui rentre dans l'auto, bien excité, les deux mains sur le volant, puis veut commencer à conduire. Ça ne prend pas de temps que quelques temps plus tard, des fois, on se retrouve avec quelqu'un qui a une petite face comme ça et qui réalise que ça allait bien le temps qu'on allait dans les petits chemins pas trop occupés, dans les stationnements de centres d'achat, se pratiquer, etc. Mais quand on se retrouve à aller sur les chemins un petit peu plus achalandés, les routes un peu plus achalandées, là, des fois, il y a un petit élément de découragement. Donc, normalement, cette personne-là qui essaie d'apprendre à conduire va entrer dans un stade où est-ce que sa compétence est de faible à modérée parce qu'il a quand même acquis une certaine compétence, mais que la motivation commence à baisser littéralement, un petit peu de découragement.
Donc, au niveau de l'autonomie, bien, c'est de faible à modéré parce que, en quelque part, le découragement vient prendre un peu le dessus. Et puis, dans le langage de Ken Blanchard, on parle ici de l'apprenant désillusionné, qui, dans le fond, c'est au niveau de la motivation qu'il y a une petite baisse là, qui se passe à ce niveau-là. Donc, c'est un autre caractéristique. On a le prochain qui est celui ou celle qui a quand même certaines compétences maintenant, c'est, capable de conduire, ça va quand même assez bien, mais très prudent parce que on réalise assez rapidement qu'il y a d'autres autos autour, qu'il y a des piétons qu'il faut vérifier, il y a des lumières, il y a des changements de voie, il y a aussi des conducteurs pas trop prudents qui nous coupent le chemin. Alors ça fait en sorte que ça nous rend un peu plus prudents, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable comme tel. Alors, la motivation peut varier à ce niveau-là, dépendant, bien sûr, là, de la situation. Et puis, ça donne, entre autres, des gens au niveau de l'autonomie qui ont une autonomie modérée à élevée. Ici, on parle de collaborateurs qui sont capables, mais qui sont prudents. Et puis le dernier, bien, c'est définitivement le jeune ou la personne qui est en possession de tous ses moyens. Normalement, a réussi probablement son test de conduite. Alors, au niveau de la compétence, c'est élevé. Motivation, c'est élevé. On est en mesure de pouvoir conduire seul. On va bien. C'est le moment où est-ce que nos parents vont nous prêter la voiture pour se promener un peu partout. Alors, à ce moment-là, le niveau d'autonomie est assez élevé. On appelle cet apprenant-là un expert autonome. Le mot expert est peut-être un peu fort, mais il n'y a pas beaucoup de traduction pour achiever, autre que réalisateur. Donc, c'est un terme qu'on a utilisé à ce niveau ici. Fait que j'espère que cette analogie-là vous donne un peu la gradation. Si on la place maintenant sur l'échelle que Blanchard utilise, alors à ce moment-là, c'est le niveau de développement de l'autonomie au travail. Bien, on voit que ça va de peu autonome à autonome. Et puis, c'est un peu là, les dessins qu'on va utiliser qui ressemblent un peu au modèle de Blanchard là, que j'ai adapté un tout petit peu. Alors, on parle ici de D1, D2, D3, D4 comme étant le niveau de développement de l'autonomie au travail. Fait qu'on part du débutant enthousiaste jusqu'à l'expert autonome. Si ça peut vous donner une image, je vois des commentaires, je suis contente d'entendre ça, de voir que ça semble clair parce que des fois, quand on se met des images, c'est plus facile à expliquer. Vous pouvez sûrement voir des gens avec qui vous travaillez qui ont l'air de ça en ce moment. Alors, ça vous donne déjà des visages. Au niveau du modèle, Blanchard aussi propose 4 styles de leadership qu'il place, comme j'avais dit tantôt, sur une échelle qui va de l'axe des X au niveau du comportement directif, donc comme jusqu'à quel point est-ce qu'on dirige, jusqu'à quel point on est directif, et puis du côté de l'axe des Y, le comportement de soutien. Donc, jusqu'à quel point on doit offrir un soutien ou la personne a besoin de soutien. Alors, les styles de leadership se placent dans 4 cadrans au niveau de cette échelle-là. Et puis, ce qu'on regarde, c'est la première chose, si on commence dans le cadran S1, on voit qu'au niveau du côté directif, ça doit être quand même très élevé. Et puis, au niveau du soutien, ça va quand même, le soutien est moins nécessaire. Vous allez deviner assez rapidement que les couleurs correspondent au type qu'on a vu tantôt. Donc, normalement, c'est parce que cette personne-là va être probablement très enthousiaste, beaucoup de motivation. Fait que le soutien est moins pire, mais c'est plutôt au niveau de la direction parce qu'on parle probablement ici de quelqu'un qui a des compétences un peu plus faibles. Alors, il y a le côté persuasif. Ça, c'est les traductions qui sont proposées pour le français, mais en anglais, on parle de coaching à ce point-ci quand on parle du S2. Alors, le comportement de soutien est élevé et le côté directif aussi est élevé. Au niveau du comportement de soutien élevé et
des directifs faibles, on parle de participatif, donc plus on utilise le mot supporting. Et puis, quand on parle de délégué, donc délégatif, ça veut dire qu'au niveau du soutien, c'est faible, au niveau directif, c'est faible également. On va préciser un petit peu plus, mais c'est un peu comme ça dans le cadran que ça s'installe avec le modèle de leadership situationnel de Blanchard. Un des instruments qui a été utilisé pour pouvoir mesurer la flexibilité des leaders et aussi leur efficacité à choisir le style de leadership qui est approprié selon la situation. Ce que cette échelle-là a découvert, ou cet instrument a découvert, c'est que 54 des leaders utilisent un seul type de leadership, peu importe la situation. Certainement qu'en début, si je vous avais demandé quelle sorte de leadership est-ce que vous aviez, certainement vous auriez nommé celui qui est le plus populaire chez vous. Il y a des gens qui vont dire, moi, je délègue. Moi, je délègue, c'est certain. Il y en a d'autres, c'est moi, je me sens comme un coach, là. Alors, moi, là, j'aime appuyer les gens, etc. Dépendant du style de leadership qu'on a, souvent, on a tendance à en préférer un. Mais c'est au niveau de l'utilisation qu'il faut vraiment se poser des questions. Alors, 54 des leaders disent utiliser un seul style de leadership, peu importe la situation. C'est là où est-ce qu'on peut faire fausse route un petit peu parce que définitivement, c'est un peu comme si on pensait qu'une solution s'appliquait à tous les problèmes. Alors, on pourrait potentiellement manquer notre coup si on garde ce cap-là. Donc, selon Blanchard, l'efficacité d'un leader consiste, premièrement, à évaluer en permanence l'autonomie de la personne, de voir un peu où est-ce qu'il se situe. Donc, notre apprenti conducteur, est-ce que c'est un débutant? Est-ce que c'est un expert? Est-ce qu'il est un peu prudent? Qu'est-ce qui se passe? Il est-tu démotivé? Alors, il faut évaluer pour pouvoir adopter le bon style qui va être approprié à cette situation-là. Alors, c'est l'idéal parce que c'est comme ça que l'efficacité devrait fonctionner au niveau du leader. On va les regarder un petit peu plus précisément, toutes les quatre, au niveau de la posture que les leaders doivent prendre. Donc, quand on est directif, dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est un peu comme dans l'image, là, c'est nous qui allons décider. On va normalement structurer le travail. On va donner des instructions qui sont très claires, très précises. Puis on va normalement surveiller ça d'assez près pour s'assurer que ça avance comme on le désire. Et normalement, bien, la personne supervisée va suivre ces indications-là, va suivre la structure qu'on va lui donner. Et puis, normalement, là, c'est des gens qui vont essayer de prendre des notes puis essayer d'avancer à partir de ce on leur a partagé. Quand on est dans la partie, dans le lead, le style persuasif, donc le coaching, bien, c'est sûr que, encore une fois, la personne a besoin de nous. Donc, d'habitude, on va décider, on va essayer de convaincre aussi. On va mobiliser, puis il faut motiver parce qu'on se rappelle que potentiellement, la personne est en train d'être découragée un petit peu. Et puis, on va donner des instructions, des consignes précises, mais on va expliquer chaque fois la raison de nos choix pour que la personne puisse comprendre pourquoi on suggère ça, pourquoi on devrait aller de ce côté-là, etc. Puis il y a toujours un élément de soutien qui est très important. Alors, on a besoin de motiver puis de soutenir la personne. Au niveau participatif, là, c'est parce qu'on tombe dans l'écoute. On veut définitivement rassurer la personne, on veut la conseiller, on veut lui partager certaines choses. On encourage le dialogue, donc on écoute, mais on veut aussi pouvoir dialoguer avec la personne. Puis on encourage les initiatives. On implique les collaborateurs dans les décisions quand on adopte ce style-là. Et quand on adopte le style de leadership délégatif, donc c'est sûr et certain qu'on fait confiance. Hein, c'est là qu'on va remettre les clés à notre apprenti conducteur parce qu'il est potentiellement rendu conducteur. Alors, on lui remet les clés, on transmet la responsabilité de la prise de décision. On va rester en retrait, mais on doit être disponible pour répondre aux questions et être là si jamais les collaborateurs ont besoin de nous. La pire chose qu'on peut faire dans ce style-là, c'est souvent de juste remettre les clés et partir.
On avait à un moment donné un running gag où est-ce qu'on associait delegate and disappear. Alors, tu délègues et puis tu disparais. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Si on délègue, il faut quand même rester disponible parce que les gens ont besoin de nous à certains moments donnés comme leader. Alors, ces 4 styles-là, c'est sûr et certain qu'on va les appliquer en fonction de la situation, mais pour pouvoir identifier la situation, bien, il faut être capable nécessairement de pouvoir faire 3 choses qui sont bien importantes. La première, c'est de préciser l'objectif de la tâche à atteindre, ou l'objectif à atteindre ou la tâche à accomplir. On donne l'exemple. Si on veut, par exemple, que l'enseignant, qu'on veut que la direction adjointe, on veut que la secrétaire fasse une tâche très particulière, ben c'est important de pouvoir être clair par rapport à ce qu'on veut atteindre ou la tâche, qu'est-ce qu'elle va avoir là. Puis pour ça, ben, d'habitude, il y a deux critères. Puis là, vous allez faire des liens directement avec faire croître le succès, j'en suis persuadée. Alors, les deux, bien, c'est qu'il faut pouvoir identifier les résultats escomptés. Donc, c'est quoi le produit livrable? Ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qu'on s'attend? Et puis, on voit tout de suite ça, nous autres, au niveau des résultats d'apprentissage avec faire croître le succès. Et puis, au niveau des critères de réussite, qu'est-ce que ça va avoir l'air quand on va avoir réussi? Qu'est-ce que ça va avoir l'air lorsqu'on va avoir atteint l'objectif? Alors, on fait un lien directement, encore une fois, avec faire croître le succès et critères d'évaluation. Donc, ces deux composantes-là sont super importantes quand on veut préciser l'objectif à atteindre et la tâche à accomplir. Deuxième chose qu'il faut faire, bien, il faut déterminer le niveau de développement de l'autonomie au travail de la personne en lien avec la tâche qu'on lui demande de faire. Parce qu'on s'entend que pour certaines tâches, il y a des gens qui se sentent super compétents et puis sont super motivés. Puis pour d'autres tâches, c'est complètement autre chose. Mais pourtant, c'est la même personne. Alors, ça a rapport avec la tâche et pas nécessairement avec la personne. Donc, le but, c'est de pouvoir identifier le niveau d'autonomie. Puis, on se rappelle que le niveau d'autonomie, c'est le croisement entre la compétence, donc ce que la personne sait, ce que la personne ne sait pas. Et là, quand on parle de ça, on parle du savoir-faire, on parle du savoir-être, on parle du savoir, on parle des trois. Et le croisement de ça et la motivation. Donc, est-ce que la personne veut ou ne veut pas faire? Et ça va au niveau de la motivation, dépendant encore de la tâche, parce que ça va être différent. On est comme ça, nous aussi, comme leader. Et la troisième chose, c'est d'essayer de faire le pairage. Le pairage pour s'assurer justement qu'on est capable de pouvoir prendre notre cercle qui est bleu. Alors, il y a les deux composantes. C'est un cercle, il est bleu. Il faut que ça matche avec, faut que ça soit pairé avec le style de leadership qu'on doit adopter pour arriver justement à atteindre l'objectif ou à faire la tâche à accomplir. Puis pour ça, au niveau des leaders, ça demande beaucoup de flexibilité parce que justement, si on pense qu'on doit utiliser seulement un style de leadership, ben on est un peu pris parce que là, notre rond à nous, là, il ne rentrera pas dans toutes les cases. Là, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut être capable de pouvoir être flexible. Donc, on fait le pairage entre le développement de l'autonomie au travail et puis le style de leadership pour que justement, ça soit un pairage qui fonctionne, qui répond aux besoins. Ça, c'est de ça dont ça a l'air un peu le pairage. Donc, dans le fond, on a nos 4 styles de leadership qui sont là. Et puis, je ne pense pas que je vais vous surprendre en vous disant qu'il y a un match parfait entre les quatre styles de leadership du modèle de leadership situationnel et puis le niveau de développement de l'autonomie des collaborateurs. Donc, D1 avec S1 et etc. Et la raison pourquoi c'est comme ça, c'est parce que au niveau des caractéristiques de l'apprenant et du leader, c'est qu'il y a un match qui est absolument parfait pour pouvoir soutenir. Un peu du même type que quand on fait de la différenciation pédagogique en salle de classe. C'est le même concept. On essaie justement d'essayer de marier parfaitement les stratégies d'apprentissage avec les stratégies d'enseignement.
Donc, en gros, on va retourner à ça pour 2 petites secondes. En gros, c'est un peu le modèle de leadership situationnel. Donc, pour faire une petite pratique, on va essayer une étude de cas. Et puis là, je vais vous demander là, définitivement là, de pouvoir soit utiliser le clavardage ou pouvoir juste utiliser votre micro pour répondre à tout ça, donner vos avis. Donc, le scénario que je vous propose, c'est un scénario qui peut être définitivement réel, que vous avez probablement déjà rencontré, soit comme leader ou comme mentor. Euh, donc, la collaboratrice, bien, c'est une nouvelle direction d'école, une nouvelle direction adjointe d'école élémentaire, maternelle 6. Elle est à sa première année en poste dans une école. Et puis, elle n'a aucune expérience en enseignement au palier élémentaire. Elle a 12 ans d'expérience, par exemple, en enseignement au palier secondaire, M12. 9-12, désolé. Alors, c'est pas une nouvelle enseignante là, qui a eu un poste très rapidement. C'est quelqu'un quand même là, qui a un bon bagage d'expérience. Et la tâche qu'on lui donne à faire et qu'elle a à faire, c'est d'organiser la soirée d'information et les portes ouvertes pour le recrutement de la maternelle. Donc, en gros, comment vous vous prendriez? Qu'est-ce qu'il faut tenir en ligne de compte? Comment on commence? Qu'est-ce que vous feriez avec une situation comme ça, considérant les informations que vous avez au niveau du leadership organisationnel, situationnel? Donc, je vous laisse réfléchir à ça, utiliser le clavardage ou prenez la parole, vous pouvez la main, lever la main si vous voulez, là, puis on partira avec ça. Je vous laisse réfléchir. Lynn? Ben, je pense, premièrement, ça va toujours dépendre de la façon que tu assignes la tâche. Si tu fais juste dire, OK, vas-y, c'est à toi, fais ce que tu penses de mieux. Déjà là, tu manques le bateau. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps avec l'adjoint parce qu'il est nouvelle à l'élémentaire. Mais il y a vraiment les 4 situations de leadership parce que, un, tu vas guider dans le sens c'est nouveau, donc tu dois lui dire, OK, voici les aspects qu'on fait, surtout comme à l'élémentaire. Coach dans le sens, ben, tu as déjà un vécu, comment c'était dans ton expérience. Tu arrives au troisième, tu peux dire comme, quelles sont tes idées, toi lance un back and forth. Puis le quatrième, une fois que tu penses qu'elle a vraiment pogné comme la discussion de tous les éléments, tu dis, OK, ben, tu sais, vas-y, essaye. Puis quand tu as des questions, viens le voir. Donc, tu es vraiment capable de jouer avec les 4 modèles. Mais il faut vraiment que ce soit fait d'une situation où on prend le temps avec les autres, puis qu'on s'assoit pour voir une discussion. Comme tu peux pas juste déléguer et dire bye. Mm-hmm. OK, parfait, merci. Je vois des commentaires qui s'ajoutent à ce que tu dis, Lynn. On pourrait commencer par lui demander ce qu'elle connaît de la tâche. Ça, c'est Yerta qui donne cette information-là. Mylène ajoute questionner ce qui a déjà été fait. OK. Sylvie propose de partir des schèmes de référence pour bâtir là-dessus. Je présume, Sylvie, que tu parles là, de ce est-ce que tu parles de ce qui a déjà été fait ou tu parles de qu'est-ce que la personne a comme schème de référence par rapport à tout le recrutement, dans le fond, là? Tu peux prendre ton micro si tu veux, Sylvie. Oui, c'est bien Christine, ça, Louise. OK, parfait. Christine mentionne, elle a beaucoup d'expérience, l'amener à faire des constats, des liens avec les soirées d'information, portes ouvertes auxquelles elle a déjà participé, au palier secondaire, plusieurs parallèles. OK, parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions à ce niveau-là? On va suggérer dans le fond, je vais ressortir 2 conditions hyper importantes
pour justement appliquer à des études de cas de ce genre-là. Et selon Blanchard, il y a vraiment 2 conditions. Il y en a plusieurs, mais il y en a 2 qui sont prioritaires. Puis la première, c'est d'arriver à s'auto-évaluer, autant comme leader que comme collaborateur, comme collaboratrice. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que si on sait qu'il y a 4 niveaux de développement de l'autonomie au niveau du travail, bien, c'est important que le collaborateur puisse s'auto-évaluer, puisse voir un peu comment je me sens par rapport à cette tâche-là. C'est quoi mes compétences? Puis où est-ce que j'en suis par rapport à la motivation? Déjà là, d'être capable de pouvoir identifier où on se retrouve sur le barème, ça va permettre justement à pouvoir débuter une conversation courageuse avec notre superviseur, ça c'est certain. Du côté du leader, c'est aussi une auto-évaluation à vérifier, à savoir, bien, OK, dépendant où est-ce qu'il est la personne là, sur l'échelle. Comment je me sens, moi, à avoir à jouer le rôle de peut-être coach, peut-être le rôle au niveau plus le style participatif, le style délégué. Où est-ce que je me situe là-dedans? Et est-ce que je suis prêt à faire preuve de flexibilité pour être capable justement de m'ajuster? En même temps, comment je fais pour découvrir où en est rendue cette personne-là? Alors, le fait de pouvoir s'auto-évaluer, se regarder dans le miroir, vraiment dire, OK, qu'est-ce qu'on a l'air? C'est la première condition, la première étape. La deuxième étape, parce qu'il faut la concrétiser, c'est il faut parler. Il faut discuter. Donc, la seule façon de le faire, puis vous l'avez écrit dans tous les commentaires au début, le manque de temps. Le manque de temps fait en sorte qu'on avance des fois un petit peu tout croche. Puis on le sait que dans la vie, si on ne planifie pas des temps, on n'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas pour réfléchir, discuter. On va se parler dans le corridor ou dans un coin ou dans un cadrage de porte et ce n'est pas nécessairement très efficace. Fait que planifier des rencontres collaboratives ou de supervision, c'est extrêmement important. Moi, je vais vous dire que de façon personnelle, dans les écoles où j'ai travaillé comme direction, j'ai toujours organisé des rencontres collaboratives à toutes les semaines. Vous avez probablement toujours fait la même chose ou très, très semblablement, je suis persuadée, avec direction adjointe, avec concierge, avec secrétaire et avec membres de l'équipe La Réussite, etc., pour justement essayer de voir où est-ce qu'on en est et voir comment je peux appliquer mon style de leadership. Alors, ce que j'ai mis dans la présentation, puis je vais vous remettre la présentation tantôt dans le lien. J'ai mis un gabarit qui, là, je ne sais pas si vous allez avoir. Est-ce que vous pouvez le voir, le gabarit, en ce moment? Oui, OK, parfait. Alors, dans le fond, le gabarit, ce que ça me permettait de faire, puis moi, je l'ai ajusté là, en fonction des profils et des styles de leadership. Alors, les sujets de discussion sont là. La personne doit identifier où est-ce qu'elle est par rapport à la tâche. Donc, la tâche, si c'est la soirée d'information pour le recrutement des maternelles, bien, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle avec mon superviseur. Il faut que mon superviseur m'en parle. Donc, il faut qu'on se jase. Et puis, mon niveau d'autonomie par rapport de compétences et de motivation, où est-ce que j'en suis? Alors, d'être capable de l'identifier. Et puis, quel style de leadership j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de directives? Est-ce que j'ai juste besoin qu'on me laisse avancer parce que je sais où je m'en vais? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'écoute, qu'on m'encourage? Est-ce que j'ai besoin d'accompagnement? Qu'est-ce que j'ai besoin comme tel pour que la direction puisse justement ajuster son tir, poser les bonnes questions, puis essayer justement de trouver la meilleure façon de travailler pour soutenir la personne. Et puis, ça permet justement de pouvoir documenter par rapport à chacun des sujets où est-ce qu'on en est.
Alors, c'est un gabarit parmi tant d'autres. Moi, j'utilisais un gabarit qui ressemblait énormément à ça. Bon, c'est sûr que ça allège beaucoup la situation quand ça vient au moment de poser des questions, puis d'avoir des conversations courageuses lorsqu'on peut s'entendre. Le point de départ, puis le point d'arrivée. Où est-ce qu'on veut se rendre comme tel, puis quelle sorte de soutien on a besoin. Dans la perspective des conditions, ce qui est extrêmement important à prendre en considération, c'est les qualités qui sont importantes. Fait que la première qualité qui est importante, c'est vraiment de pouvoir se placer dans une situation vulnérable. Il est très difficile dans notre travail, puis je pense que vous allez être un peu d'accord, de dire j'ai besoin. Les gens aussi ont de la difficulté à dire j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Souvent, ce on entend, puis vous allez probablement avoir un sourire en coin, ce sont des gens qui nous demandent as-tu 2 minutes? Mais en dessous de 2 minutes, la réponse, c'est non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le temps. Je n'ai jamais le temps. Oui, je l'ai, mais 2 minutes, pourquoi? Alors que si la personne peut demander précisément ou dire ce qu'elle a besoin, j'ai besoin de 15 minutes avec toi pour pouvoir parler de ça et ça et ça. Alors là, on est en train de parler d'un besoin comme tel. J'ai besoin d'appui pour telle chose. J'ai besoin de telles ressources, qu'on puisse justement être en mesure de pouvoir se parler des vraies choses. On a besoin aussi de faire preuve de courage parce que ce n'est pas toujours évident de parler de où est-ce qu'on est par rapport à nos compétences, notre motivation et en lien aussi avec lui, mon style de leadership, peut-être que je vais avoir à l'ajuster. Ça prend quand même un peu de courage par rapport à ça. De l'ouverture, c'est certain, de l'empathie et de la flexibilité. C'est vraiment les 5 qualités qui sont nécessaires pour qu'on puisse justement arriver à appuyer les gens autour de nous, puis développer leur automatisation qui, dans le fond, les rendre empowered, comme on dit en anglais. Parce qu'il faut, je termine là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que l'impact d'un leader efficace, c'est vraiment d'être capable de créer justement des leaders. Puis pour créer des leaders, il faut que ces gens-là se sentent confiants. Il faut que ces gens-là se sentent autonomes dans leur travail. Il faut qu'ils se sentent compétents. Il faut qu'ils se sentent motivés. Puis, c'est un peu un effet d'entraînement lorsqu'on est capable d'appliquer le modèle du leadership situationnel que de créer justement cet effet d'entraînement-là autour de nous pour ne plus être le seul ou la seule leader de l'organisation pour laquelle on travaille, que ce soit une école, que ce soit un service, que ce soit un conseil scolaire, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, c'est l'impact d'un leader efficace que d'être capable de créer cet effet d'entraînement-là. Je m'arrête ici en espérant vous avoir éclairé un peu sur le sujet. Et on a 6 minutes pour des questions. Alors, je vous donne la parole. Vous pouvez également utiliser le micro sans aucun problème. En attendant de recevoir les premières questions, je vais mettre le lien également pour la rétroaction, le formulaire de rétroaction pour l'atelier et également vous donner la présentation que je viens de faire. Donc, merci Sylvie fait plaisir pour le partage de gabarit. Merci Gerta. Pas de questions, mais un gros merci pour cette excellente présentation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a été utile. On va voir s'il y a d'autres
d'autres questions. Sinon, je vous invite à compléter le formulaire de rétroaction. Et puis, il y a aussi la présentation là, pour laquelle vous avez accès. Si vous avez des questions, peu importe, mes coordonnées sont à la première page de la présentation. Donc, mon courriel pour le Centre Franco. Alors, je vous invite à communiquer avec moi. Puis, ça a été un plaisir de passer ce 50 minutes avec vous. Mais je vais rester pour les questions si jamais il y a lieu. Je reste encore pour quelques minutes. Je vais quand même arrêter l'enregistrement. Mais pour le reste, je reste sur place pour vous.